Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur France 3 Alsace pour cette deuxième soirée de débat autour des élections municipales. Nous recevons comme chaque mercredi les candidats des principales villes de la région. Ce soir, c'est à l'université Fonderie de Mulhouse que nous avons installé le plateau pour deux débats qui vont suivre. Dans une heure, à partir de 22h, il sera question de Kingersheim. Mais pour commencer la soirée, place au débat à Mulhouse. Nous accueillons 5 têtes de liste. Sont présents sur ce plateau Michèle Lutz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire sortante et tête de liste Les Républicains. Tout à fait. Lara Million, bonsoir. Vous êtes la candidate soutenue par La République En Marche. Bonsoir. Christelle Ritz, candidate tête de liste pour le Rassemblement National. Bonsoir. Fatih Mayenne, bonsoir, candidate divers centres. Bonsoir. Et enfin, Loïc Minéry, vous êtes candidate tête de liste pour Europe Écologie Les Verts. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et bienvenue donc à toutes et à tous. Sont également engagés dans cette course deux autres listes avec Romain Spinelli pour la liste J'aime Mulhouse et Julien Vostine pour Lutte ouvrière. Alors avant de lancer le débat, on va s'intéresser un peu à Mulhouse. Mulhouse en chiffres, on commence par le nombre d'habitants. Ils sont 109 000 à habiter Mulhouse. Le taux de pauvreté est important, 33%. La moyenne départementale, elle, est de 13. Le revenu médian s'élève à 15 500 €. Que s'est-il passé en 2014 lors des précédentes élections? Eh bien, c'est Jean Rotner, UMP, qui l'a emporté avec 45,7% des suffrages. C'était dans le cadre d'une triangulaire. Enfin, un dernier chiffre, le taux de participation, il n'avait pas atteint les 50%. Première question pour Michèle Lutz. Vous êtes donc la maire sortante, mais vous n'avez pas été élue en 2014. Vous avez été élue en cours de mandat en 2017, lorsque Jean Rotner est devenu président du conseil régional. Il vous a passé la main. Aujourd'hui, vous êtes tête de liste. Cette campagne, qui est-ce qui l'amène? Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est vous? Puisque vous êtes toutes les deux sur les affiches de campagne. Et je ne pose pas cette question parce que vous êtes une femme. Ah, encore heureux. Eh bien, écoutez, non, nous partons en ticket, Jean Rotner et moi, mais je suis bien évidemment la tête de liste. Partir en ticket, c'était un choix que nous avions fait, c'est un choix que nous maintenons toujours. Et j'oserais dire qu'au quotidien, les gens ne me posent pas la question comment est-ce que se passe le travail avec Jean Rotner. C'est quelque chose qui était naturel. Jean Rotner et moi, nous n'avons pas du tout la même expérience professionnelle, nous n'avons pas la même vie, la même expérience politique non plus. Ni la même expérience politique, très justement. Par contre, je pense pouvoir dire que nous sommes parfaitement en complémentarité, chacun à sa place, et nous nous mettons bien entendu au service des Mulhousiens. Mais pourquoi un ticket? Vous êtes la seule liste à afficher ce duo, si je puis dire. Écoutez, moi je fais partie des gens qui considèrent que d'avoir le président de la région Grand Est sur sa liste est juste une opportunité pour Mulhouse. On voit bien, il y a des dossiers qui ont été poussés, et je pense que c'est vraiment dans cette dynamique que nous allons continuer à œuvrer tous les deux ensemble pour Mulhouse. Vous rappelez qu'il est effectivement président de la région Grand Est. Est-ce qu'éventuellement vous lui gardez une place au chaud si des fois il ne devait plus être un jour président? Je suis toujours étonnée quand on me pose ce genre de questions. Pour l'instant, je suis le maire de Mulhouse, je suis tête de liste. Laissons passer les élections, mais il n'en est absolument pas question. Je pense qu'on ne pose pas la question aux autres tickets comme on me la pose à moi. Mais donc vous resterez, si vous êtes élu, bien sûr, maire pendant 6 ans. Je m'engagerai à rester le temps du mandat. Très bien. Lara Millon, vous faisiez partie de cette majorité municipale pendant bien deux sûr, mandatures. tout à fait. Là, vous avez décidé de vous présenter contre une partie de votre camp. Vous en êtes où aujourd'hui politiquement? Alors déjà, effectivement, en 2014, j'ai porté Jean Rotner. On vous a vu danser d'ailleurs sur France 3 Alsace avec sûr, beaucoup de parce que ferveur. Nous croyons tous à un moment donné à Jean Rotner. Il avait promis d'être maire à 100%. Il avait promis de défendre l'Alsace. Aujourd'hui, il préside la région Grand Est alors qu'il avait fait une pétition contre la région. Donc il nous a abandonnés. Il a placé aujourd'hui, il y a quelques années, Michèle Lutz. Aujourd'hui, ils sont en ticket. C'est le seul ticket. Ça prouve bien qu'il y a peut-être un problème dans ce ticket, parce que pourquoi, à partir du moment où on est tête de liste, de ne pas porter cette liste? Donc moi, clairement, qu'est-ce qu'il est advenu? J'ai à plusieurs reprises dit aux adjoints, parce que je ne faisais pas partie de l'exécutif, je suis vice-présidente de l'agglomération. Donc à plusieurs reprises, j'ai essayé d'apporter mon soutien, de leur dire qu'il n'y avait pas de vision, qu'il n'y avait plus de politique de proximité, qu'il n'y avait pas de politique d'environnement. Ils ne m'ont pas écouté, d'ailleurs ils n'écoutent personne. Vous avez donc décidé de partir, mais politiquement,
Oui. Aujourd'hui, vous en êtes où? Vous êtes Alors, une ancienne LR? Oui, tout à fait. Donc, je suis une ancienne LR et aujourd'hui, je ne suis dans aucun parti. J'ai la chance aujourd'hui d'être soutenue par 6 partis parce que j'ai une équipe de rassemblement Oui, de alors, droite, de ça gauche, ratisse du très centre. large, hein, parce que vous avez En Totalement. Marche, une partie des socialistes mulhousiens, Non, le le Parti mouvement socialiste écologiste mulhousien. indépendant et même le parti animaliste. Alors, Totalement. c'est vrai qu'on a du mal Le MoDem, à lire Agir. tout ce que... Enfin, Ah oui, c'est pas très mais- lisible tout ça. Mais pourquoi? Aujourd'hui, Mulhouse a besoin d'être portée par des personnes de droite, de gauche, du centre, des écologistes, le parti animaliste et de la société civile. Vous vous rendez compte, on a dépassé les clivages pour porter le projet mulhousien. J'en suis très fière. Loïc Minéry, vous êtes le candidat écologiste, vous êtes associé à une partie de la gauche et de l'extrême gauche. Vous n'avez jamais eu de mandat politique. Vous espérez surfer sur la vague écologiste du moment? Alors je rectifie déjà, hein, c'est pas l'extrême gauche, c'est tout simplement, il y a un candidat d'extrême gauche qui n'est pas là ce soir, hein, donc nous portons une liste d'union et de rassemblement des écologistes et de la gauche notamment de transformation, ainsi que les écologistes en acte, n'en déplaise à Madame Mignon. Donc toujours Vous est-il avez, que, le Parti voilà, communiste cette et la dynamique, France insoumise. laissez-moi m'exprimer, donc cette dynamique que nous avons réussi à construire au fur et à mesure, elle vise à répondre tout simplement aux enjeux des Mulhousiens. Aujourd'hui, on a une ville, vous l'avez rappelé, qui est confrontée à des problématiques de précarité très grande, 30% de la population sous le seuil de pauvreté, On va avec des viendra problématiques là-dessus, environnementales très fortes. Non mais c'est intéressant justement de comprendre le pourquoi de cette construction qui vise justement aussi à ne pas faire de la politique comme ça a été fait jusqu'à présent, avec des gens qui sont en incohérence par rapport à leur formation politique, par rapport à leur appartenance passée, ou par rapport au fait qu'ils viennent tout simplement du même moule. J'ai en face de moi 4 candidates qui viennent exactement du même moule, c'est-à-dire la liste de Jean Rotner. Alors, vous parlez du même moule et en même temps, vous avez un point commun avec votre voisine, qui est celle à votre gauche, c'est que vous êtes tous les deux issus du MoDem. Vous êtes vous êtes partis vers Exactement. les Verts. Christelle Ritz, vous êtes aujourd'hui au Rassemblement Ouais, il y a plus de 10 national. ans, hein, je précise. Pardon? Il y a plus de 10 ans pour moi. Il y a plus de 10 ans, mais c'est quand même la marque d'un cheminement politique en tout cas. Vous êtes vous aussi, Christelle Ritz, une ancienne adjointe de la majorité sortante. Quel chemin politique depuis vos débuts? Aujourd'hui, c'est le Rassemblement national qui vous guide? Chemin politique, donc juste une petite précision, je n'ai jamais appartenu au MoDem. Moi, je suis arrivée encore bien avant. Donc, j'étais encartée à l'UDF. C'était l'UDF Voilà. à l'époque. Hein. Ce n'était pas le Une MoDem. histoire encore plus ancienne. C'est encore plus ancien. Voilà, donc j'ai débuté effectivement à l'UDF pour ensuite être candidate aux législatives de 2007, candidate suppléante sous la même étiquette UDF. Et j'ai intégré donc l'équipe de Jean-Marie Bockel en 2008, où j'ai effectivement fait partie de l'équipe de Jean-Marie Bockel, puis successivement de Jean Rotner, jusqu'en 2012. J'étais alors adjointe déléguée aux affaires Comment on sociales. atterrit au Rassemblement national au final? Alors, comment on a atterri au Rassemblement national? Alors, Jean Rotner n'est pas là pour y répondre aujourd'hui. Voilà, c'est dommage. Il aurait pu répondre tout simplement. Alors, j'ai toujours été une élue de terrain et c'est une histoire de vie. Voilà. Élue à l'époque, j'ai subi une agression. J'ai dénoncé cette agression. Visiblement, je ne l'ai pas dénoncée comme j'aurais dû la dénoncer. On va dire, le politiquement correct de l'époque n'était pas forcément de mise et Jean Rotner m'a demandé de démissionner. Suite à ça, j'ai continué mon cheminement. Je suis restée sans étiquette, hein, puisque j'étais à l'UMP alors, à cette époque-là, en 2012. J'ai eu mes enfants, j'ai eu mes petits jumeaux, voilà. Et aujourd'hui, je reviens avec cette étiquette, mais pas seulement l'étiquette du Rassemblement national, aussi ce soutien de la droite populaire, qui est très très important pour moi, puisque le but sur Mulhouse, c'est effectivement de créer une union des droites. Voilà. Alors, on continue avec la dernière invitée, Fatima Yen. Alors, vous êtes aussi une ancienne adjointe de la majorité sortante. C'est très répandu sur ce plateau, on l'a dit. Donc, vous visiez l'investiture de La République En Marche. C'est raté, vous ne l'avez pas eu. Et malgré tout, vous faites quand même votre liste. C'est un acharnement, un combat personnel Non, c'est une liste progressiste, parce que nous sommes progressistes, et c'est une liste citoyenne, et c'est une liste qui a commencé un travail de fond, de terrain, pour co-construire le projet Vous étiez une municipal. marcheuse, il ne faut pas l'oublier. Pourquoi vous n'avez pas suivi Lara Million, qui, elle, a été soutenue officiellement? C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Donc c'est une liste progressiste, indépendante, libre et locale. Et c'est une liste qui a commencé le travail municipal depuis un an. Depuis un an, on a fait 7000 porte-à-porte, 150 Vous n'avez pas réunions, répondu. Pourquoi vous n'avez pas suivi la 150 liste réunions des et marcheurs? une centaine d'auditions. Même l'équipe, c'est une équipe qui Pourquoi a été avoir fait constituée votre depuis liste longtemps. toute seule, Madame Yen? Mais je ne suis pas seule.
autour de moi, c'est des gens, vraiment, il y a des gens... D'ailleurs, ce qu'on porte, nous, donc, au sein de cet état d'esprit, c'est le pouvoir d'agir, c'est l'expertise d'usage et les experts. Donc, sur cette liste, nous avons des experts et nous avons des personnes engagées sur Mulhouse. Donc, et nous avons eu le choix depuis très longtemps d'y aller. Je veux dire, il n'était pas question. L'investiture pour nous, c'était juste une simple formalité parce qu'il y avait des marcheurs avec nous. Et puis, quand on n'a pas eu cette investiture, ce n'est pas tout le projet municipal qui allait changer. C'est un projet municipal qu'on a commencé depuis un an. Avec et comme je vous l'avais dit, 7000 porte à porte. Avec peut-être la difficulté de partir sans être soutenu, mais ça, c'est les élections qui le diront. Pour structurer le débat... Le soutien, c'est les Mulhousiens, ce n'est pas les partis politiques. Vous auriez bien aimé l'avoir quand même, le soutien de La République En Marche. En tout cas, vous l'aviez demandé. Je vous ai expliqué. L'essentiel pour nous, c'est une liste progressiste, locale, indépendante et puis libre. Très bien. Pour structurer le débat, nous avons retenu pour vous 3 grands thèmes ce soir. Le commerce, la sécurité et puis les transports. Alors, on va se rendre dans le quartier du Drouot, qui est un des quartiers les plus pauvres de Mulhouse, où il est devenu difficile de faire ses courses, faute de commerce. On écoute quelques habitants. Il y avait une boulangerie, il y avait un doner, il y avait un Coxy Market. Mais les gens, ils sont tous partis à la retraite et il n'y a pas de preneurs, quoi. Donc on est obligé chaque fois d'aller en centre-ville pour acheter un bout de pain ou même pour aller retirer l'argent. Donc c'est quand même embêtant, oui. Les commerces vont ouvrir, je pense, j'espère, pour les gens, surtout les personnes âgées. Ici, là où on se tient, il y a le marché le mercredi, je crois. C'est un tout petit marché, il y a 2 pelés, 3 tendus. Voilà, moi je trouve que c'est pas assez, ça manque. Il y avait une boulangerie, il y avait un... Voilà, Michel Luce, le constat est éloquent. Le Drouot est un quartier qui souffre, on l'a entendu, comme d'autres quartiers qui se disent oubliés à Mulhouse. On a l'impression que vous avez concentré vos efforts sur le commerce de centre-ville au détriment de ces zones dites périphériques. Alors merci de me permettre de m'exprimer sur ce sujet-là. C'est vrai que nous avons concentré les dernières années l'attractivité sur le centre-ville. Mais, fort de cette expérience, nous souhaitons maintenant faire en sorte que tout ça se fluidifie vers les quartiers. Nous allons créer la ville du quart d'heure. La ville du quart d'heure, ce sont 6 pôles de centralité où nous allons nous retrouver au cœur des quartiers. On peut prendre les coteaux. Juste pour ceux qui n'ont pas lu tout votre programme, la ville du quart d'heure, ça veut dire quoi? La ville du quart d'heure, la ville du quart d'heure permet à n'importe quel habitant de trouver à moins de 15 minutes de chez lui, que ce soit à pied ou à vélo, tout ce qui lui est nécessaire au quotidien. Nous avons réalisé Mulhouse Grand Centre. Et la ville du quart d'heure, c'est d'avoir des mini Mulhouse Centre dans 6 quartiers différents de la ville. Y compris au Drouot, comme on l'a vu là ? À Drouot, par exemple. Et je suis très heureuse d'avoir entendu ce reportage de cette dame qui disait qu'effectivement, on ne peut plus retirer de l'argent à Drouot. Eh bien, nous venons de résoudre le problème parce que nous avons fait le tour des banques. Nous avons sollicité le directeur de la Banque de France et nous allons trouver une solution dans le mois qui vient pour qu'effectivement on puisse de nouveau avoir au moins un distributeur bancaire au cœur du quartier, plus tous les projets effectivement que nous souhaitons soutenir quand nous allons construire cette ville du quart d'heure. 6 ans en ayant mis la concentration sur le centre-ville, Fatima Yen, ça peut vous sembler long éventuellement, non ? Oui, je vais revenir tout d'abord sur le Drouot. Vous savez, c'est un quartier prioritaire. Et ce n'est pas le seul quartier prioritaire. Il y a les coteaux et il y a le péricentre. Ce quartier bénéficiait donc de ce qu'on appelle le plan national de la rénovation urbaine. Et ce qui est choquant aujourd'hui, c'est que la municipalité actuelle, elle n'a même pas pris la peine d'expliquer et de faire de la pédagogie auprès des gens pour au moins qu'ils accompagnent ce contrat de ville. D'autant plus que la loi l'exige, la loi l'a mis, la réforme de la politique de la ville exigeait que les habitants soient au centre du contrat et de leur expliquer un tout petit peu la progression de ce plan national de la rénovation urbaine. Vous êtes donc ça n'a pas très été le cas. théorique là on parle du commerce. On parle du commerce précisément. Mais le plan national de la rénovation urbaine, c'est à la fois les équipements, c'est l'économie, c'est le commerce. Et l'abandon de la ville, des commerces, ce n'est pas uniquement dans les quartiers prioritaires, c'est aussi dans les entrées de ville. La rue de Bâle, l'Aristide Briand, l'avenue de Colmar, où j'habite. Il y a un manque de vision, il y a un manque de cohérence par rapport à la politique commerciale de la ville, de la municipalité actuelle. Je vais vous donner 3 chiffres.
comment peut-on... Donc, le centre-ville, c'est 220 millions de chiffre d'affaires. Le Caligone, c'est 1,5 milliard. Parlez bien dans votre micro. Parlez bien dans le micro. 220 millions uniquement pour le centre-ville. 1,5 milliard pour le Caligone. 500 millions Cora d'Ornac. Et 60 millions pour le marché. Le constat est là. Il faut juste la comprendre et faire des propositions. Donc les propositions, c'est faciliter quand même l'accès aux gens qui ont un fort pouvoir d'achat pour qu'ils viennent faire leurs achats à Mulhouse, donc le stationnement, donc la voiture, la place de la voiture, etc. Oui, c'est juste un échange. Oui, c'est un échange. Reprendre la parole sur ce sujet. Il faudrait que tout le monde puisse s'exprimer aussi sur ce sujet. Lara Million, dans votre programme, vous écrivez, je crois, il y a des quartiers en souffrance, abandonnés depuis 6 ans. Donc le constat, finalement, est le même pour tout le monde. Mais vous étiez également là pendant plusieurs années. Non, je vous ai déjà expliqué que je n'étais pas dans l'exécutif. Donc j'étais dans l'exécutif. Je suis dans l'exécutif de l'agglomération, mais pas de la ville. Par contre, Fatima Yen était dans l'exécutif pendant 5 ans. On va juste prendre les chiffres de l'INSEE. En 2010, 1057 créations d'entreprises. En 2017, 800, un peu plus de 850. Depuis 2013, moins 3000 habitants à Mulhouse. Nous avons un problème d'attractivité. On parle de l'hypercentre. Michel Lutz parle de l'hypercentre. Mais l'hypercentre, c'est le programme Mulhouse Grand Centre de 2010. Depuis 6 ans, les commerces, les artisans des quartiers ont été abandonnés. Depuis 6 ans, le marché est abandonné. Alors, elle parle aujourd'hui, vous parlez aujourd'hui, Michel Lutz, de 6 pôles. Il y a 16 quartiers. Qu'est-ce que nous proposons ? Nous proposons un guichet unique. Je crois que c'est important. Un guichet unique pour les artisans, pour les commerçants, pour leur faciliter la tâche un peu partout dans la ville de Mulhouse. Parce que nous devons les accompagner. Qu'est-ce que nous proposons également ? Nous proposons de rénover, de faire évoluer le marché du canal couvert. Parce qu'aujourd'hui, Michel Lutz veut supprimer le marché du textile. C'est prévu dans le plus. Nous proposons aussi d'avoir une vraie vision économique sur la silver economy, sur l'économie verte, sur, bien entendu, les circuits courts, le réemploi. C'est une vraie stratégie. Et en même temps, d'élargir la notion de centre-ville. La notion de centre-ville, c'est de la gare Bar-et-Berg, avec l'hypercentre, avec la fonderie, mais également avec l'avenue de Colmar, la rue de Bâle, avec la place Franklin, le marché et l'avenue Aristide-Briand. Il faut absolument que nous accompagnions ces commerçants, ces artisans. Vous savez, un élu, c'est un facilitateur, c'est un accompagnateur. Et bien entendu, aujourd'hui, ce commerce a été oublié. Avant d'entendre les autres. Remettre les choses dans leur contexte. Quand on parle de commerce, quand on parle effectivement des quartiers, effectivement, il y a des cellules commerciales qui ferment en grand nombre. On constate que sur le centre-ville, il y a certes une dynamique, bien sûr, mais cette dynamique, elle est fragile. Il y a un gros turnover, il y a des commerçants qui se plaignent, des loyers excessifs. Donc, pour répondre à ça, nous, ce qu'on propose, c'est surtout aussi d'encadrer les loyers commerciaux et de mettre en place une cellule de veille sur les loyers excessifs. Mais en même temps, quand on regarde les quartiers, c'est aussi des problématiques de fermeture de services publics. On a éludé même plutôt le problème tout à l'heure. Quand on parle des services publics, c'est la Poste qui disparaît de certains quartiers. On parle de Drouot, on parle d'autres quartiers également. On n'a pas eu une politique finalement qui a tapé du poing sur la table quand ces services publics de proximité ont disparu. Alors plutôt que d'utiliser un jargon incompréhensible avec la ville du quart d'heure, je propose plutôt de mettre le mot juste sur ce problème, c'est la proximité, répondre à l'enjeu de proximité pour la ville, partout dans la ville, en même temps. Et, excusez-moi aussi, en matière de cohérence, vous êtes dans l'exécutif de l'agglomération, Mme Millon, mais est-ce qu'il y a eu un moratoire sur les extensions de surface commerciale en périphérie ? Jusqu'à présent, non. C'est cette politique courageuse, audacieuse qui doit être prise, qui n'a jamais été prise. Les partenaires de l'agglomération continuent à vouloir développer des surfaces commerciales en périphérie. Ça tue le commerce mulhousien, ça fragilise le commerce mulhousien. Nous proposons justement de convaincre nos partenaires de mettre sur la table un moratoire sur les extensions de surface commerciale pour protéger le commerce de Mulhouse. Christelle Riss, on ne vous a pas encore entendu là-dessus. Comment on fait revenir les commerces dans ces quartiers ? Alors, comment on fait revenir les commerces ? Avant tout, je souhaitais rebondir sur le quartier du Drouot, dans lequel je me suis beaucoup baladée, j'ai rencontré les habitants. J'ai également beaucoup échangé avec le médecin qui était en place au Drouot et qui est parti, qui a préféré aller s'installer un peu plus vers le centre-ville, parce que ça fait des années, Madame Lutz, qu'elle interpelle la ville, qu'elle fait part de ses problèmes, des problèmes de sécurité, des problèmes pour simplement travailler, accueillir ses clients correctement dans ce quartier-là. Et il n'y a jamais eu de réponse. Donc effectivement, aujourd'hui, quand j'entends parler de ce
terme-là, la ville du quart d'heure, s'apprête à s'ouvrir et ça pose également d'énormes questions et des questions très très importantes. J'espère que vous aurez les réponses. La première des questions est quelle est votre solution pour faire revenir des commerces de proximité dans les quartiers? Parce qu'aujourd'hui, que ce soit au Drouot, que ce soit à Franklin-Fridolin, aussi un quartier qui met très cher, il n'y a plus de commerce de proximité. Nos aînés isolés n'ont plus accès à une boucherie, à une boulangerie. Et ce n'est pas maintenant, à la veille des élections, qu'il faut nous parler d'une ville du quart d'heure. C'était déjà il y a 6 ans, il y a 5 ans, etc. Michel Lutz. Alors je vois que le terme ville du quart d'heure interroge et je m'en réjouis parce que je pense que nous aurons encore l'occasion de développer, mais je ne vais pas répéter ce que j'ai dit déjà. On parle bien de proximité puisque j'ai bien précisé que chaque habitant avait à moins d'un quart d'heure de chez lui la possibilité de trouver tout ce qui lui est nécessaire. Mais vous allez faire comment concrètement? Justement, Madame Lutz, vous ne répondez pas à notre question. Mais si vous me laissez parler, Madame Ritz, j'y répondrai. Eh bien, tout simplement, il faut mettre des incitations en place. Nous avons une solution, par exemple, qui s'offre à nous. La loi nous permet actuellement, et depuis peu, depuis quelques mois, de préempter, par exemple, des fonds de commerce. Si nous souhaitons rénover des fonds de commerce, si nous souhaitons y installer d'autres commerces ou d'autres services, n'oublions pas de parler des services également, nous avons maintenant cette possibilité-là. Elle date de novembre 2019. Donc, nous avons un schéma où, effectivement, nous commençons tout doucement à réfléchir, à réinstaller à la fois des commerces, mais des services. Pour être très concret, vous achetez des fonds de commerce et vous permettez à un commerçant avec un loyer éventuellement modéré de s'installer? Exactement, c'est une forme d'incitation que nous voulons mettre en place. J'aimerais répondre à Madame Millon. Elle ne parle de guichet unique, mais c'est fait. Ça s'appelle juste l'Office du commerce et de l'artisanat et c'est installé en centre-ville. Pour répondre à une autre question de Madame Millon aussi, le marché, vous voulez vraiment effectivement fermer l'espace extérieur Alors, pas du tout, qui est non parce alimentaire? que si Madame Millon était au courant de l'actualité, elle saurait que j'ai envoyé un courrier il y a moins de 15 jours à l'association des commerçants du canal couvert en leur disant que je m'engageais à ce que cette dalle, puisqu'on parle bien de la dalle commerce du marché, ne sera en aucun cas détruite, sauf cas de force majeure, s'il devait y avoir une fragilité. Laissez-moi terminer, Madame Millon. Je n'ai rien dit. Je dis simplement qu'à un moment donné, nous avons montré des clichés qui étaient issus d'une étude aux marchands, enfin aux gens qui étaient au canal couvert. Ces gens-là ont pris ça pour argent comptant. Or, il nous arrive régulièrement d'avoir des études, d'avoir des esquisses, d'avoir des images, sans que pour autant nous sommes en phase de réalisation du projet. Et donc, comme souvent, c'est parti comme ça, un tout petit peu en live, à un moment donné. Mais plus personne ne vous croit, Madame Lutz, plus personne ne vous croit. Vous faites voter un plan local d'urbanisme où, justement, eh bien, vous voulez détruire la halle, pas la halle, le côté textile du marché. Et aujourd'hui, 15 jours avant les élections, comme par hasard, eh bien, vous écrivez aux commerçants du marché, non, je vous promets, sauf si nous y sommes autorisés pour des raisons de sécurité. Obligé, Madame Millon, pas autorisé. S'il vous plaît. Écoutez, je pense qu'il faut avoir une sincérité dans ses propos. Mais vous n'avez pas, Madame. Mais s'il vous plaît, Madame Millon, Madame Lutz, mois de septembre, toutes les deux, vous avez voté le changement du PLU, le plan local d'urbanisme, qui stipule la suppression de 260 places au marché. Soyez cohérents toutes les deux. Des places, pour préciser, des places de parking, Oui, des places de parking. Donc toutes les deux, mais arrêtez de... il faut que je sois cohérente. Fatima. Vous avez, Madame Millon, vous avez voté pour le changement de PLU au mois de septembre. Vous étiez encore dans l'équipe. Oui, alors vous veniez effectivement de vous faire enlever les délégations, parce que je rappelle que ça fait 1 an et demi, moi, que je suis partie de l'équipe. Non, vous n'êtes pas partie. Vous n'êtes pas partie, Fatima Yen. On vous a enlevé le plan local d'urbanisme. C'est en septembre que ça a été voté. Mesdames, je pense que... C'est uniquement en septembre dernier. Et j'étais la seule à voter contre. On va vous laisser terminer ça dans l'intimité peut-être. Louis Ménéry. Parce que ce dont il est question ici, à part les désirs de règlement de compte, on ne voit pas trop bien ce qui arrive finalement au service de Mulhouse. Mais quand on parle de commerce, j'aimerais aussi que tous les élus soient engagés pour notamment
lutter contre ce qui va se mettre en place du côté Saint-Louis, le projet Euro 3 Lys. Donc voilà, Madame Mignon, vous avez peut-être une position ambiguë là-dessus. Il serait peut-être temps de clarifier. Voilà, je sais que c'est un gros projet, un mini Europa City, pas très loin de Mulhouse, qui va encore une fois affecter et fragiliser le commerce mulhousien. Donc il faut vraiment avoir une position claire là-dessus. Nous refuserons, nous nous battrons jusqu'au bout contre ce projet d'installation Euro 3 Lys, même s'il le faut, en allant sur le terrain. Alors, cher Loïc Minery, c'est un projet qui date de 10 ans, 85 000 m². J'aurais préféré que vous posiez cette question au maire de Mulhouse, qui est en responsabilité, que nous n'avons pas entendu sur ce sujet depuis de nombreuses années. Nous n'avons pas entendu non plus le président de région sur ce dossier-là. Ce projet est totalement engagé. J'ai travaillé, parce que je travaille en étroite collaboration avec le président de l'agglomération, effectivement, 85 000 m², cela peut poser des problèmes. Il y aura quand même 1700 créations d'emplois et il faut que nous puissions travailler en étroite collaboration avec Saint-Louis Agglomération pour vérifier qu'il n'y ait pas les mêmes commerces. Alors vous allez peut-être militer avec des banderoles, c'est bien ce que j'ai entendu, mais c'est pas que cela. Sur le terrain Ce n'est pas comme ça que nous avançons et que nous travaillons sur des dossiers aussi importants. C'est aussi comme cela, et il faut reconnaître aussi aux militants de terrain d'avoir empêché certains projets néfastes, y compris pour nos centres-bourgs, nos centres-villes, partout en Alsace. Pour revenir au sur quartier, ce sujet, oui, Christelle Ritz. Oui, moi j'aimerais rebondir. Alors avant tout, nous sommes là pour Mulhouse, pour les Mulhousiens. Alors je suis désolée, Monsieur Minery, Madame Millon. Donc effectivement, Madame Luce n'a pas forcément répondu à nos questions. Faire revenir les commerçants. Qu'en est-il également des Mulhousiens? Moi je rappelle que nous avons perdu plus de 7000 électeurs. D'où la question très importante, non seulement faire revenir les commerçants, mais pour quels clients? Donc pour quels Mulhousiens? Comment faire revenir les Mulhousiens? Donc nous, ce que nous proposons, c'est effectivement de construire une politique de l'offre. De l'offre non seulement pour les commerçants, mais aussi de l'offre pour les entreprises, avec des aides aux PME directes, indirectes, des subventions, etc. Ce qui est aussi très important, c'est redynamiser un quartier. Ce n'est pas seulement faire une ville du quart d'heure, faire venir un primeur au Drouot. Est-ce que cela suffira pour les Mulhousiens? Parce que telle est la question. Il faut aussi de l'emploi. D'ailleurs, vous l'abordez, Loïc Minery. C'est bien ça. On va peut-être passer au thème suivant, qui est en lien aussi avec les quartiers, qui est celui de la sécurité et des incivilités. Vous l'abordez tous. C'est un problème qui existe dans les quartiers. Je vous rappelle, le début février dernier, un fait divers a fait un peu la une de la presse. 60 jeunes qui s'affrontent, un mineur blessé par coup de couteau. Il y a une hausse notable des cambriolages, des incivilités. Michel Lutz, c'est un constat d'impuissance pour un maire? Non, je dirais que l'insécurité, c'est toujours trop. C'est un constat. Mais je ne céderai pas au fatalisme. Nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs. Il est vrai qu'il y a une dizaine d'années, on parlait uniquement de Mulhouse pour les voitures incendiées, les violences urbaines. Donc nous avons agi à la fois sur deux axes, qui sont la prévention et la répression. Parce que je pense qu'il faut pouvoir travailler sur les deux dispositifs en même temps. Nous avons à l'heure actuelle 120 agents qui sont des agents, soit des agents municipaux, des agents de la tranquillité publique ou des médiateurs, que nous avons concentrés effectivement sur les quartiers où effectivement il y a une forme de débordement qui occasionnellement naissent comme ça, on ne sait pas toujours pourquoi. En tout cas, nous avons également créé un plan contre les incivilités et nous avons également ouvert 2 nouveaux bureaux de police. Le premier en centre-ville, rue du Sommage, le second au Coteau, qui est un bureau de police mixte, police municipale, police nationale. Et je dois dire que dans le prochain mandat, moi je souhaite vraiment créer une police municipale 24 heures sur 24. Nous avons testé le dispositif l'été dernier et on voit qu'il y a un vrai besoin. Nous allons également amplifier notre système de vidéosurveillance. Nous allons rajouter 50 caméras de vidéosurveillance supplémentaires. Et enfin, pour terminer, nous allons mettre en place un plan lumière qui va permettre aussi aux gens de déambuler dans la ville en toute sécurité. Alors, tout le monde va réagir à ça. D'abord, Christelle Ritz, vous avez du retard sur les autres. Merci. Vous, je crois que vous voulez doubler les effectifs de la police municipale, ce qui est un coût énorme pour la municipalité. On est à 70 agents actuellement. Oui. Alors, effectivement, avant tout, je pense que la sécurité, c'est la première des libertés.
Quand j'entends Mme Lutz parler de débordement, de voitures qui visiblement brûleraient moins, nous ne vivons peut-être pas dans la même ville, nous ne voyons peut-être pas les mêmes choses, nous n'entendons pas les cris des Mulhousiens. Hein, voilà, nous avons parlé du Drouot tout à l'heure, quand il y a encore des voitures qui brûlent dans le Drouot. Il faut quand même se poser la question. Alors, vous me parlez du doublement des effectifs de police municipale, effectivement de ce coût. Alors moi j'aimerais rebondir sur la tranquillité publique, sur ces agents-là, leur mission. Quelle est vraiment leur mission? Quelle est vraiment leur formation? Et l'idée, ce serait effectivement de transformer ces postes et d'avoir plus de policiers municipaux qui, eux, seraient formés. Ce ne sont plus les grands frères, des personnes qui contribuent à l'insécurité dans les quartiers. Hein, voilà. On n'est plus là pour faire de la prévention, on n'est plus là pour faire de la médiation. Quand on voit ce qui s'est passé dernièrement à Mulhouse... Mais les policiers municipaux ne font pas que de la prévention. Pardon ? Actuellement, il n'y a pas que de la prévention, il y a une police municipale. Oui, il y a une police municipale. Mais là, je ne parle pas de la police municipale. Je vous explique comment j'aimerais doubler le chiffre de la police municipale. Des effectifs de la police municipale. Voilà. Donc, on supprime ces agents de la tranquillité publique et Alors en quoi on les forme et on les fait passer policiers? Non. On arrête ces contrats de personnes qui ne sont pas forcément formées. Donc plus de prévention, plus que de la répression. Mais non. L'idée, la prévention, la police municipale peut également faire de la prévention. Alors Loïc Méneri, vous dans votre programme, vous dites tout sur la médiation. C'est à peu près l'inverse. C'est discours inverse. C'est pas tout. Bien sûr. Pas tout sur la médiation, simplement, c'est de dire qu'effectivement, face au constat des insécurités, même du quotidien, je rappellerai que la première des insécurités, c'est les niveaux de vie absolument, tout simplement inquiétants, des populations qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois, des gens qui sont fragilisés socialement. C'est ça aussi qui met les gens en insécurité. Il faut aussi remettre les choses peut-être dans leur contexte et avoir une approche globale par rapport à cette question-là. Mais surtout, effectivement, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut davantage de prévention, il faut davantage de médiation, des médiateurs formés sur le terrain. L'objectif n'est pas tant d'étoffer les effectifs de la police municipale, l'objectif est aussi de réclamer des moyens à l'État. C'est un pouvoir régalien au niveau de la police nationale, avec des brigades et des équipages qui ne sont pas présents en suffisamment grand nombre dans Mulhouse. Donc c'est aussi ça. Et surtout, repenser la philosophie de l'action de tranquillité, de maintien de la tranquillité publique au service de tous les Mulhousiens. Ça oblige également à former ces personnels pour qu'ils puissent être à même de dialoguer. On veut une ville du dialogue, on veut une ville apaisée. C'est pas juste une douce philosophie, un doux rêve, c'est également un projet pour la vie des communs et pour que tout le monde ait le droit à la ville. Il y a eu des propositions là, de Michel Lutz, très précises, 50 caméras, une police municipale 24 heures sur 24. Ça va dans le bon sens, selon vous? Mais je veux rebondir sur ce que Michel Lutz avait dit tout à l'heure, pour les deux bureaux qui sont un rue des Sauvages et l'autre dans le quartier des Coteaux. J'ai envie juste de lui poser la question, combien de fonctionnaires y est? Une seule personne? Est-ce qu'une personne pourrait vraiment porter la question de sécurité, notamment aux Coteaux? Pas du tout. Vous savez, j'étais aux Coteaux, des mamans se plaignent du fait que le deal se fait au vu et au su de tout le monde. Et que quand les enfants sortent, ils ne savent pas comment ils allaient rentrer. Donc aujourd'hui, je suis d'accord pour que, à la fois qu'on ait de la prévention, mais de la tranquillité publique aussi, parce que la police municipale, son rôle, ce n'est pas la répression, c'est la tranquillité publique. Et comme la police municipale, ils sont que 50 sur le terrain, ils sont 70 avec l'administration, mais que 50 sur le terrain, il faut repenser le rôle de la médiation. On a envie de les faire évoluer en agents de vie urbaine. Pourquoi? C'est parce que ces agents de vie urbaine, ils peuvent faire tout ce travail de dialogue entre les voisins, le stationnement, les voitures ventouses, qui sont créatrices souvent d'incivilité. Donc recentrer la police municipale sur sa mission importante, qui est la tranquillité publique, et les médiateurs pour la prévention, mais il faut les outiller en les formant. Donc précisément, vous doublez les effectifs. S'il vous plaît. Vous avez très vite beaucoup de temps d'avance, Madame Mélienne. Je veux juste répondre à Madame Ritz. Les médiateurs, ce sont des vacataires. Ce ne sont pas des gens qui sont embauchés, ce ne sont pas des fonctionnaires, ce sont des vacataires, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont déjà un métier, et puis il y a un plus
pour la ville, donc ils sont pas embauchés par la On ville. n'a pas encore entendu Lara sur Oui, cette tout à question. fait. Vous voulez créer, vous, une police de proximité dans chaque quartier. Alors ça, Totalement. Alors- c'est un déploiement de moyens. Non, pas du tout, je vais vous expliquer. Mais d'abord, le constat est clair et alarmant, véritablement. Il y a une hausse de l'insécurité et de l'incivilité. Les chiffres sont là. Entre 2019 et 2018, il y a plus 23% d'agressions, plus 24% de vols avec violence et plus 60% de vols de 2 roues. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que j'ai entendu chez certains. Il faut conjuguer la répression et la prévention. Mais comment on fait ? Quel est le bon niveau d'intervention ? Le bon niveau d'intervention, c'est la proximité et c'est le quartier. Et c'est pour ça que nous voulons créer des mairies annexes de quartier. À l'intérieur de ces mairies annexes de quartier, il y aura bien entendu du service public, mais il y aura aussi un élu référent qui habite le quartier, les conseils de quartier que j'aurai créés et surtout la police de proximité. Nous avons aujourd'hui 70 agents de police municipale, ça a été dit. Eh bien, on le redéploie dans les quartiers. Nous avons une brigade anti-incivilité. On les redéploie dans les quartiers. Et nous avons également des médiateurs. Voilà ce qu'il faut faire. Une police de proximité dans chaque quartier. Mais il faut aussi développer... Vous multipliez les effectifs ? Non, pas du tout. Je ne C'est du multiplie redéploiement. pas. C'est du redéploiement et de surcroît, la prévention. Il faut soutenir les associations de prévention spécialisées. Il faut travailler sur cette prévention, accompagner ces associations. Nous avons beaucoup à faire dans les quartiers pour développer le mieux vivre. Michel Lutz, pour revenir sur vos propositions sur les caméras, il me semble que Mulhouse est déjà, je crois, la 3e ou la 4e ville de France en termes d'équipement. Et pourtant, visiblement, ça n'a pas l'air d'avoir des résultats extrêmement performants. Donc pourquoi encore augmenter le nombre de caméras ? Alors, nous avons pour l'instant 293 caméras, nous en rajoutons 50. Alors, les caméras, ce n'est pas que les caméras de la ville de Mulhouse. Il y a les caméras de Solea, par exemple, mais nous sommes en capacité Solea, de qui est le système de transport. transporteur, à Mulhouse, merci. pour, bien sûr, les merci Alsaciens qui nous Géraldine, écoutent. bien sûr. C'est le transporteur, effectivement. Donc, on a quand même prouvé qu'à travers les caméras, on a déjà un partenariat qui fonctionne bien avec notre transporteur. Et ce que je voudrais dire par là aussi, c'est que si vous avez lu les journaux les derniers temps, la presse, on a quand même réussi, grâce aux caméras de vidéosurveillance, à élucider un certain nombre d'affaires qui, effectivement, ont eu lieu sur le territoire de Mulhouse. Il y a quand même une hausse de l'insécurité et de l'incivilité. Moi, quand j'entends Michel Lutz, j'ai l'impression que tout va bien. En plus, par rapport aux caméras, on a un bon nombre de caméras qui sont obsolètes. Donc c'est bien d'afficher un nombre de caméras, mais il y a quand même une partie de ces caméras qui sont obsolètes. En tout cas, il y en a un qui n'est pas pour les caméras, c'est pour avoir épluché vos programmes. Loïc Minéry, vous, c'est... La vidéosurveillance, bien sûr, parce Alors, que c'est très coûteux et c'est souvent le prétexte, malheureusement, pour supprimer sur le terrain des moyens humains. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que les caméras, elles ont leur utilité, notamment sur des grands axes, pour des délits routiers, pour certaines situations spécifiques. Mais par contre, on arrête de déployer quelque chose qui coûte très cher et qui est tout simplement un prétexte pour supprimer les moyens humains sur le terrain. Donc c'est pour ça qu'on dit prévention, sensibilisation dans les quartiers, partout, avec évidemment une police de proximité aussi effective et étoffée. Et c'est une idée qu'on a également. Ah, Christelle Ritz sur ces caméras Peut-être pas sur les caméras, effectivement, il faut les redéployer. Moi, je proposais aussi d'utiliser les drones. Lors de, les drones. Oui, les drones. C'est-à-dire lors de manifestations, de grandes manifestations. Voilà. On a à Mulhouse une équipe de chercheurs qui travaillent sur l'utilisation des drones. Donc, j'ai échangé avec eux. C'est très, très intéressant ce qu'ils ont à nous proposer. Donc, ce serait aussi peut-être une nouvelle vision de vidéo-protection. C'est une autre manière de surveiller. Donc, c'est quoi, sur des manifestations, de protéger, sur des défilés sur des défilés, des manifestations. Bien sûr, ce ne serait pas un système pérenne, mais vraiment à utiliser à un moment voulu. Moi, je n'ai pas beaucoup parlé. J'aurais quand même aimé rebondir un peu sur le thème de la sécurité. Non, sur tout ce que parlez comme les autres. On a quelqu'un qui surveille. Voilà, au niveau surveille vos temps de parole. D'accord. Au niveau de la prévention. Donc moi, je suis quand même enseignante, je suis très proche des jeunes mulhousiens, je suis au contact quotidien avec eux. Ce qui m'interroge, on a comme une problématique mulhousienne, c'est la problématique des mineurs délinquants et des mineurs récidivistes délinquants. Donc à un moment donné, je pense que la prévention, ça va bien, mais alors quand ils sont récidivistes, parce qu'ils sentent une certaine impunité, quand à 14 ans, on passe son week-end en garde à vue, quand on revient en cours le lundi matin et qu'on nous dit aux copains, t'as fait quoi ? Moi, j'étais en garde à vue, c'était très bien. Et on continue, et on met le feu aux voitures au Drouot. Et on attend les pompiers avec les dalles, et puis on leur lance les dalles sur les camions, etc. Donc là, je pense que la prévention, à un moment donné, il faut passer à autre chose. Pour vous, maire de Mulhouse, vous faites quoi dans ce cas-là ? Ce n'est pas une compétence municipale. Alors,
Comment ça, ce sûr. n'est pas une compétence municipale? Si c'est mineur, il faut les sortir. Il faut les sortir de Mulhouse. Mais c'est la Il justice faut- qui décide Oui, de les, mais la de ville, les isoler. la ville peut effectivement travailler en toute transversalité avec la justice, avec les services de l'État, avec la police nationale et bien sûr notre police municipale. Vous me dites que ce n'est pas une compétence de la ville. Alors pourquoi nos policiers municipaux, le week-end, passent de facto sous le commandement de la police nationale? D'accord, donc on travaille en toute transversalité. Et ce que je propose, c'est d'aider, d'impulser à la création d'un centre, ce que j'appelle un centre d'éloignement. Parce que ces jeunes-là, tant qu'on les laisse dans leur quartier, tant qu'on les laisse dans leur milieu, à dealer tranquillement à la vue de tous. Moi, j'ai assisté à cela mercredi dernier et ça m'a énormément choqué. Les habitants m'ont fait part de leurs problèmes. Là, on n'en est plus à la prévention. À un moment donné, il faut passer à la répression. Si vous permettez quand même. Quelle Alors- image déplorable, je trouve, finalement, on peut avoir de notre jeunesse ici à Mulhouse. C'est quand même une minorité, une extrême minorité J'allais qui poser la commet question, des actes ils sont combien? de ce type. Donc franchement, est-ce qu'on ne peut pas plutôt faire confiance à notre jeunesse qui est un atout ici pour Mulhouse, leur donner des chances de réussite éducative, scolaire, extrascolaire, en faisant de la médiation interculturelle, de la médiation culturelle, sociale sur le terrain, plutôt que finalement de les pointer du doigt et de dire qu'ils sont la source de tous les maux ici à Mulhouse. C'est triste comme regard. Et Je préside la commission solidarité Attendez, de vous allez démarrer en la même temps, protection de l'une, l'enfance. Au niveau des départements, je préside la commission solidarité, donc la protection de l'enfance. Tout d'abord, les jeunes, ils sont protégés. Donc, quand il y a des problèmes, nous avons des moyens au niveau des départements d'agir. Il y a la prévention spécialisée et il y a donc d'autres moyens. Par rapport à l'éloignement, etc., de ces jeunes, ce n'est pas du tout une compétence municipale ni départementale. C'est une question judiciaire. C'est le juge qui décide et uniquement le juge. Très bien. Je Arnaud, vous rajouterais rajoutez au propos de Loïc Munéry d'avoir une vraie politique sportive, culturelle envers la jeunesse et surtout une vraie politique jeunesse. Quelle est la politique jeunesse aujourd'hui sur l'employabilité des jeunes, sur l'accompagnement des jeunes en difficulté? Il n'y en a pas. On va s'arrêter là sur cette thématique pour passer au troisième volet de cette émission. On va parler vélo, voiture, transport en commun. Quelle évolution proposez-vous les uns les autres aux Mulhousiens? On va commencer par donner la parole aux cyclistes, à ceux qui pédalent même sous la pluie. Au centre-ville, vers le centre-ville, c'est bien équipé là-bas. Côté avenue Kennedy, tout ça, c'est bien équipé. Mais tout ce qui est vers ici, là-bas, il n'y a rien. Il n'y a pas de piste cyclable. Là, ils ont mis ça il n'y a pas longtemps que c'était ça, parce que ça, c'était pas là, tous les trucs là. Ils sont en train de refaire, ils s'améliorent un peu. Mais il en manque beaucoup. J'ai découvert là il y a peu de temps le passage qui mène de la rue de la Cine jusqu'à la gare, qui est pas mal fait. Après moi je vais tous les jours travailler à vélo, donc voilà, Mulhouse c'est plutôt pas mal. Il y a beaucoup d'endroits où c'est compliqué et en fait c'est plus un marquage fait un peu à la va-vite, on a l'impression que des vraies pistes cyclables. Du coup on prend souvent les lignes de tram. Il y a toujours de nombreux endroits qui sont dangereux, tous les abords de ronds-points. Finalement, à chaque endroit où il y a un croisement, où il y a les voitures à côté, à chaque fois, ça va être les voitures qui vont prendre le pas sur le vélo, ça devient dangereux pour nous. Alors, on l'a entendu, ça s'améliore un peu, mais il en manque beaucoup en parlant des pistes cyclables. Loïc Munéry, forcément, c'est un peu pour vous la question. On vous voit souvent circuler à vélo dans Mulhouse, vous faites le même constat, je suppose. Oui, je pense qu'on accuse un gros retard ici à Mulhouse par rapport au déploiement tout simplement des pistes cyclables. Des pistes cyclables qui sont finalement de très courte distance, qui sont souvent insécures, qui sont pas lisibles, pas compréhensibles. Donc ce dont Mulhouse a besoin absolument, c'est d'un réseau express vélo, c'est d'un investissement fort pour tout simplement renoncer aux 2x2 voies automobiles, prendre sur la voirie automobile, parce que nous assumons justement ce langage de dire qu'il faut moins de place pour la voiture et plus de place pour les mobilités alternatives que sont le vélo et la marche à pied. Un rééquilibrage à faire, mais surtout c'est pour avoir la ville respirable, c'est pour avoir la ville apaisée, pour diminuer également l'accidentologie, avec une ville 30 km/h, pour pouvoir justement circuler librement, des rues aux enfants, pour avoir un environnement propice, devant les écoles notamment. Donc c'est toute une politique d'ensemble, un système vélo, y compris avec le stationnement, dans les logements, mais également à l'extérieur sur l'espace public, qu'il s'agit de mettre en place. Durant trop d'années, on a finalement attendu, on a fait quelques bricolages, quelques coups de com' avec des pistes cyclables prétextes, et finalement, rien n'a avancé concrètement. Les liaisons avec les communes périphériques tardent à voir le jour. C'est parfois un enfer pour les cyclistes de circuler à Mulhouse. Je ne dis pas que tout est à jeter, simplement on accuse un gros retard par rapport à des villes voisines, par rapport à des villes périphériques.
Le vélo, vous en parlez à peu près tous dans vos programmes. Hein. On lit prime vélo, sécurisation, voie vélo express, ouverture d'une maison du vélo. Alors, juste quelques mots. Nous sommes en état d'urgence climatique. Ce n'est pas une mode, c'est une réalité. Donc aujourd'hui, il faut limiter, il faut avoir déjà une vision globale. Il faut limiter les émissions de gaz à effet de serre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Une politique incitative pour les transports en commun, pour le vélo, pour le covoiturage. Ça n'a pas été fait. Il faut avoir une vision globale. Bien entendu, je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, il n'y a pas de pistes cyclables. Il n'y a pas assez de pistes cyclables sécurisées et en continu. Il faut d'abord faire cette création de pistes cyclables sécurisées et en continu. La prime vélo, c'est un avantage que nous mettrons en place. Ça existe à Colmar, ça a très bien fonctionné, donc on le fait également. Sur les transports en commun, il faut absolument inciter les habitants à prendre des transports en commun. Nous proposons justement de développer l'offre le week-end et le soir, parce que l'offre n'est pas assez intéressante. Et puis, nous proposons non pas la gratuité, parce que je suis étonnée de ne pas avoir entendu parler de gratuité. On était sur les vélos pour l'instant, on va y venir là. Vous êtes en train de faire chose. Voilà, restons peut-être sur les vélos dans un premier temps. Fatima Yen, vous aussi, vous voulez sécuriser les pistes. Le constat aujourd'hui, c'est que le plan de circulation mulhousien est ancien, inadapté et incohérent. Et c'est pour ça qu'il n'a pas laissé sa place vraiment au vélo. Vous savez, vous promenez un peu à Mulhouse, vous allez trouver que des fois le vélo il est sur la chaussée, des fois le trottoir, des fois quand on arrive au rond-point, c'est. Voilà. Donc il n'a pas imaginé vraiment la place ni aux piétons, ni au vélo, ni à la trottinette. Donc il faut tout redessiner. Voilà, nous on va le mettre à plat pour vraiment le revoir là où il faut le revoir, mais bien entendu avec les habitants. Michel Lutz, on a entendu beaucoup de mal là, de votre piste cyclable. Certains ont parlé de bricolage. Vous avez bricolé pendant toutes ces années? Moi, je pense que quand on parle vélo, il faut parler de déplacement en général, puisque c'est une façon d'intégrer le vélo dans les déplacements. Je pense que Mulhouse connaît la problématique de toutes les grandes villes. Nous avons trop de voitures en ville. Et c'est un constat, il faut que nous trouvions des solutions pour cela. Donc, nous avons réfléchi à un certain nombre de choses. Effectivement, nous souhaitons créer également 2 voies vélo express qui iraient de nord au sud et de l'ouest à l'est. Suivrait plus ou moins les lignes de tram. Ça serait presque un schéma analogue. C'est le dessin qui existe actuellement. C'est à peu près le dessin si on considère que la Tour de l'Europe est le point central effectivement de la ville. Nous souhaitons également maintenir la gratuité des abonnements pour les jeunes de moins de 16 ans. Parce qu'il faut aussi inciter les jeunes de moins de 16 ans à la fois à prendre le vélo, certes, mais à prendre aussi des modes de transport différents. Nous voulons la gratuité. À 16 ans, ils n'ont pas le permis de toute façon. Hein, donc ça, le choix s'impose par lui-même. Mais nous pensons aussi, je souhaite mettre en place la gratuité des abonnements de transport pour les plus de 65 ans. On viendra là-dessus. Mais pour le vélo, pourquoi tant de retard à Mulhouse ? Nous avons pris 30 de retard dans Mulhouse parce que tout simplement la configuration de la ville, il ne faut pas oublier qu'il y a eu un acte fondateur qui a été le tram. Le tram a été un acte fondateur du développement de la ville. Nous avons fait les 2 dernières années des expérimentations concertées avec les habitants. Et là où je suis d'accord que le plan vélo ou le plan vélo d'ailleurs de l'agglomération. Mais en tout cas, si nous mettons un dispositif vélo en place, il faut que ça soit concerté avec les habitants. Et nous avons l'habitude de créer d'abord des expérimentations pour mesurer si effectivement l'installation correspond aux usages ou non des habitants. C'est ce que nous avons fait les 2 dernières années. Si je puis me permettre quand même, honnêtement, ce que vous dites là, ça révèle un manque de volontarisme sur la question du vélo. Plutôt que de parler d'expérimentation, il aurait fallu des choix clairs, des choix déterminés par rapport à une politique volontariste. Ça n'a pas été le cas. Ça a été tout simplement des coups de communication. Les acteurs du vélo ont été laissés de côté pendant des années. C'est inadmissible. On parlait tout à l'heure d'urgence climatique. Il est plus que temps d'effectuer ce rattrapage en faveur du vélo, mais de toutes les mobilités alternatives. Alors, Chris Elleritz, vous êtes un peu à contre-courant. Vous préférez la voiture en ville, apparemment. Alors moi je tenais aussi à parler des pistes cyclables parce que comme tout le monde ici, je pense qu'elles ne sont pas très bien tracées. Est-ce que vous utilisez le vélo vous-même ? Alors oui, mais plutôt en forêt, je l'avoue, avec mes enfants parce que
les pistes cyclables ne sont pas assez sécurisées aujourd'hui pour que je puisse me permettre, avec mes 2 petits jumeaux, de rouler au centre-ville de Mulhouse. Effectivement, quand on parle d'expérimentation, à un moment donné, à Mulhouse, on a la chance d'avoir le cadre et des associations qui nous interpellent d'ailleurs en tant que candidats pour nous faire part effectivement de leurs idées, puisque eux sont toujours sur leurs 2 roues, peut-être même bien plus souvent que nous. Donc c'est très intéressant de les rencontrer, de les écouter et peut-être de retenir certaines de leurs idées. Donc les pistes cyclables aujourd'hui ne sont pas sécurisées, et ce qu'il faut faire à Mulhouse, c'est que chacun retrouve sa place sur la chaussée. Ce qui est fait aux dépens de l'autre, pour l'un, ne le soit pas fait aux dépens de l'autre. Et vous faites comment alors concrètement ? Alors concrètement, les pistes cyclables doivent être repensées, retracées en toute sécurité. Pourquoi pas effectivement, ce que je proposais, c'est effectivement une ligne nord-sud et est-ouest comme la plupart d'entre nous, puisque c'est effectivement, ce serait la solution pour se déplacer à vélo. Après, il n'y a pas que le vélo. Vous m'interpelliez sur les voitures. Alors le tout voiture, non, c'est pas ce que j'ai dit, de faire revenir plus de voitures au centre-ville. La voiture a toute sa place au centre-ville. La voiture doit avoir sa place au centre-ville. Pourquoi ? Tout simplement pour que nos commerçants puissent continuer, je dirais, à vivre ou à survivre, et pas seulement en plein centre-ville. J'ai rencontré les commerçants de Dornac. Là encore, on leur met du stationnement payant, des zones bleues, etc. On a l'impression que tout est fait à Mulhouse pour faire fuir nos commerçants. Donc l'idée aussi, ce n'est pas forcément de ramener la voiture, plus de voitures au centre-ville, mais c'est de proposer quelque chose aux personnes qui viennent de l'agglomération sur Mulhouse pour faire rayonner nos commerces, notre activité commerciale en centre-ville. C'est de proposer peut-être des parkings relais. On a déjà des parkings relais. Le parking relais qu'il faudrait un peu déplacer, c'est le parking de Lilleberg. Pourquoi ? Parce qu'il prend de la place à nos étudiants. Nos étudiants, ici même sur le campus de la Fonderie, souffrent d'un manque de place et doivent s'honorer de leur parking. Quand on est étudiant, on ne paye pas son parking. Tout à côté de ce campus, nous avons un bâtiment qui était voué, je le connais très bien, je m'y suis beaucoup promenée, qui est voué à la démolition depuis trop nombreuses années. Là, en lieu et place de ce bâtiment, on peut construire un parking. On a encore un autre problème, c'est le covoiturage. Il n'y a pas du tout d'aire de covoiturage qui est proposé aux entrées de ville. Donc il faut repenser ces entrées de ville et il faut proposer aussi des navettes. Voilà. Rapidement, et on passera au transport sur les parkings, Michèle Lutz. Vous avez des projets ? Eh bien, si nous prenons le plan de Mulhouse et si nous traçons un cercle en considérant que la Tour de l'Europe est le centre de la ville, à moins d'1 kilomètre sur l'ensemble du cercle, nous avons déjà l'installation de tous les parkings. Se pose maintenant l'installation de parking ailleurs. Madame Ritz l'a dit, la Fonderie. Mais je pense que Madame Ritz ne sait pas que j'ai reçu un collectif d'étudiants qui viennent d'ici de l'UHA, avec lesquels nous avons mis en place un comité de pilotage pour trouver des solutions de parking. Nous en avons installé 120 en moins de 15 jours pour leur permettre effectivement de répondre à leurs besoins, mais aidons-les aussi à utiliser d'autres moyens de transport. C'est ce que nous faisons avec eux dans ce comité de pilotage. Alors on va y venir là maintenant le transport en commun. Il y a 3 lignes de tram à Mulhouse, tout un réseau de bus. Alors certes, le transport est géré au niveau de l'agglomération, mais Mulhouse est quand même la plus grosse partie de cette agglomération. Lara Billon, le tram, le bus, comment on fait pour inciter les gens à le prendre davantage ? Est-ce qu'il faut le faire ? Alors oui, bien entendu qu'il faut le faire. Mais il faut travailler en étroite collaboration, bien sûr, avec l'agglomération. Et à partir du moment où on dit tout gratuit à Mulhouse et que c'est une décision que Ville de Mulhouse, c'est elle qui supporte les charges et le coût. Ça ne peut pas être d'ailleurs une décision de la Ville de Mulhouse, oui, puisque c'est une compétence communautaire. Ça peut, bien sûr. Par exemple, si demain, Michèle Lutz dit pour les plus de 65 ans, eh bien c'est gratuit, eh bien c'est Mulhouse qui payera la facture. Ça ne sera pas une décision de l'agglomération. C'est effectivement ce qu'elle dit, mais vous dites quoi ? C'est ce qu'elle dit, et ça coûte entre 600 000 euros et 4 millions d'euros par an, alors que nous avons 2 millions d'autofinancement net. Qu'est-ce que je dis ? Développer l'offre le week-end et le soir, c'est une demande des habitants. Ensuite, faire créer un service de porte-à-porte, de transport en porte-à-porte pour les habitants de plus de 70 ans. Quand je discute avec nos aînés, les aînés nous disent, nous, ce qu'on souhaite, c'est un service en porte-à-porte, parce que lorsqu'on a des courses ou lorsqu'il faut qu'on porte quelque chose, il n'existe pas à Mulhouse. Il existe dans d'autres communes, mais il n'existe pas à Mulhouse. C'est ça la priorité pour les transports. Nous proposons aussi 3 mois d'abonnement gratuit pour tout nouvel abonnement. Parce que justement, il faut une politique incitative du transport à Mulhouse.
Loïc Minéry, vous êtes le seul à proposer la gratuité totale des transports. Et c'est pas juste la gratuité comme ça, juste pour le plaisir. C'est la gratuité pour justement opérer un changement de paradigme ici dans la ville, avec des modes de transport totalement repensés, une ville totalement apaisée. Et on conditionne d'ailleurs le déploiement de la gratuité à la réduction de la place de la voiture dans la ville, avec la mise en place du réseau express vélo, du plan piéton. Donc, cette question de la gratuité, elle va se poser à l'échelle de l'agglomération, vous l'avez dit, avec les 38 autres communes. Moi, ce que je veux, une fois qu'on arrivera aux affaires, aux responsabilités, c'est mettre le sujet sur la table, qu'on en débatte au sein de l'agglomération, qu'on fasse progresser ce sujet. Et évidemment, on n'arrivera pas en 6 mois à obtenir la gratuité totale du réseau de transport en commun. Simplement, le coût de cette gratuité qui a été alors mise en place dans un certain nombre de villes, à Dunkerque récemment, même le pays du Luxembourg l'a mise en place à l'échelle. C'est sûr que c'est un petit pays, mais c'est quand même à l'échelle du pays. Le coût serait quand même de 18 millions par an pour la collectivité. Alors, un peu moins, 15 millions d'euros, ça dépend comment on calcule, mais bon, certains s'arrangent pour... alors admettons 15, il faut les trouver quand même. Trouver des chiffres plus élevés, donc 15 millions d'euros, il faut les trouver, bien sûr. Comment vous faites, il faut faire des choix courageux. Déjà, je pense qu'on peut encore, on a les marges de manœuvre, notamment avec le versement transport, qui n'est pas encore au taquet au niveau de la bande rhénane. Il est en train de monter jusqu'à 2021, 3 millions supplémentaires. On peut avoir le versement transport additionnel. Ça peut rajouter également 2 à 3 millions d'euros. Donc là, vous faites payer les entreprises. Oui, bien sûr, mais elles seront exonérées parce qu'elles n'auront plus à prendre en charge les 50% de remboursement des titres de transport de leurs salariés. Donc finalement, elles s'y retrouveront. Il y a également d'autres leviers qu'on peut actionner. C'est tout simplement, bien sûr que si, c'est tout simplement la taxe sur les surfaces commerciales, et notamment en périphérie. Pour les surfaces commerciales de plus de 400 mètres carrés, ça permettra de dégager des moyens. On a encore d'autres possibilités. Il faut réclamer, il faut protester pour avoir le fruit de la future taxe poids lourd qui sera mise en place par la collectivité européenne d'Alsace. Et au niveau investissement, car il faudra maintenir le niveau d'investissement, il faudra aussi que l'Europe prenne sa part. Et enfin, j'aimerais juste dire un truc. 200 millions d'euros, c'est le prix annuel de la pollution de l'air quand on ne fait rien. Donc moi, je préfère miser sur l'avenir, investir sur l'avenir en responsabilité, en faisant également des économies. On arrête, et là ça va peut-être étonner certains, mais on arrête de tout simplement vouloir faire des routes. On annule l'échangeur Merceau, on annule également le raccordement ferroviaire de l'Euro-Airport, car on est dans des incertitudes folles, 300 millions dépensés pour on ne sait pas quoi, finalement, à l'avenir, avec les incertitudes du trafic aérien. Le retour, malheureusement, il faut qu'on entende encore 3 candidats là-dessus. Sur la gratuité du transport, on vous entend les uns les autres rapidement. L'agglomération prendra sa part. Non, vous avez déjà parlé, là, en fait. De l'Euro-Airport et de raccordement ferroviaire. Donc le transport, pour nous, est très important parce qu'on aimerait amener donc, la vie dans la ville et la ville dans les quartiers. Et comme nous sommes dans la ville la plus jeune, la gratuité sera pour les jeunes de moins de 18 ans, pour les inciter donc, dans leur mobilité, pour l'accès au sport, l'accès à la culture et l'accès aux grands événements. Il y aura aussi un passeport éducatif pour les jeunes et c'est dans ce passeport éducatif qu'on a imaginé la gratuité donc, des transports. La place de la voiture, nous, on ne veut pas opposer la voiture aux autres modes de transport parce que la voiture, il ramène de la richesse dans une ville où la richesse, il est vraiment il est faible. Et dans une ville qui fabrique des voitures. Et quand on sait que la richesse, il est à l'extérieur de l'agglo. Donc il faut mettre de la place. Il faut mettre de la place à la voiture et nous allons créer donc des parkings silos. Merci. Christelle Ritz et ensuite Michel Lutz, très vite. Oui, merci. Tout simplement développer le cheminement de notre navette gratuite. On a des problèmes de commerce de proximité, nous l'avons vu tout à l'heure dans les quartiers, pour permettre aux personnes âgées d'accéder au centre-ville plus facilement. Aussi, je proposerai la gratuité, cette fois-ci, pour les personnes de plus de 60 ans. Pourquoi les personnes de plus de 60 ans? Nous le voyons aujourd'hui avec notre gouvernement, la réforme de la retraite. Certaines personnes ne peuvent pas vivre avec leur retraite, travaillent encore, sont encore sur le champ du travail. Donc ça permet d'alléger simplement leurs charges. Michel Lutz, donc vous, c'est 65 ans, mais rien d'autre. Voilà, je ne suis pas pour la gratuité totale, mais je suis pour une gratuité ciblée. Je m'en suis expliqué tout à l'heure. Et pourquoi pas? Parce que tout simplement, à un moment donné, il faut pouvoir financer le transport. Et comme nous l'avons dit rapidement, le versement transport, nous sommes quasiment arrivés à son seuil maximal. Et je pense qu'il faudrait plutôt, au niveau de l'agglomération, réfléchir peut-être à l'extension des lignes de tram vers d'autres communes de l'agglomération.
Peut-être Lara Millot, une dernière, hein. C'est vous qui avez un tout petit peu de retard en temps de parole sur le transport. Oui, alors franchement, vous savez, moi je suis dans la réalité, hein, c'est Mulhouse en vrai, hein, donc 16-18 millions, c'est pas les mêmes financeurs, vous mélangez tous les financements. En fait, 16-18 millions, si vous taxez les entreprises de 6 millions... Donc vous prétendez que l'agglomération ne soutiendra pas le retardement ferroviaire Je de termine, si vous augmentez de 6 millions, il reste encore 10 millions à trouver, parce que même si l'agglomération était en accord déjà, il faut effectivement en parler et évoquer ce sujet, il faut trouver les 10 millions. Donc ça veut dire qu'est-ce que vous annulez, qu'est-ce que vous supprimez, et ce n'est pas possible. Donc à un moment donné, il faut être dans la... Le débat pourrait continuer. Je suis obligée de vous couper parce que le débat touche à sa fin. Votre temps de parole a été chronométré. Vous êtes vraiment à peu près à équivalence. On va passer à la toute dernière partie de ce débat consacré à Mulhouse. C'est le tirage au sort qui a déterminé votre ordre de passage pour la conclusion. Vous avez donc chacun 1 minute et c'est Christelle Ritz qui a tiré le numéro 1. Merci beaucoup. Alors, je suis candidate à la mairie de Mulhouse tout simplement pour retrouver l'identité, la proximité, la prospérité et la sécurité, bien sûr. Fort de mon expérience réussie d'adjointe au maire, je continuerai le travail engagé, impulserai une politique de tolérance zéro. Je prendrai en considération les préoccupations des habitants, sans faux semblants et sans occulter les vrais problèmes. Contrairement à tous les candidats qui m'entourent aujourd'hui, je ne partage pas le bilan de la municipalité sortante. Tous sont élus ou proches de personnes qui ont largement contribué au bilan désastreux de la dernière décennie. Je serai un maire à l'écoute, un maire de terrain, proche de ses administrés, de ses concitoyens. Un maire entouré d'une équipe consciencieuse qui aura pour unique but de travailler pour Mulhouse et pour que les Mulhousiens se réapproprient leur ville. Tout simplement pour rendre Mulhouse aux Mulhousiens. Merci. Voilà, il vous reste encore une petite dizaine de secondes. Quelques secondes. C'est à vous, Loïc Mineri, donc candidat pour Europe Écologie Les Verts. Oui, donc nous, par rapport à cette élection, ce qu'on dit, c'est qu'on a une union historique des écologistes et de la gauche, avec le soutien notamment de personnalités comme Pierre Freiburger pour cette élection municipale 2020. On a affaire à des enjeux qui sont cruciaux pour le devenir de Mulhouse et de ses habitants. La détresse sociale qui s'exprime chaque jour. On dit aussi que c'est le dernier mandat pour le climat, pour sauver le climat. Et on dit aussi que finalement, cette démocratie locale, elle est en panne et il s'agit de la réactiver. Donc nous sommes l'alternative positive. Finalement, face à cette droite, à cette guerre des droites, face à l'extrême droite, qui n'apporte plus les réponses adaptées aux enjeux de notre ville. Nous voulons remettre l'humain et nous voulons remettre même globalement le vivant au cœur de toutes nos priorités. Et nous disons aussi que finalement, certains, les amis de Madame Millon, La République En Marche, utilisent le 49.3 pour passer en force, pour imposer des mesures régressives qui vont toucher de plein fouet les Mulhousiens. Nous disons, nous avons le 15.3. Le 15.3, c'est le 15 mars. Il faut voter Mulhouse, cause commune, en masse. On attendait le gong, il est arrivé. Lara Millon, c'est à vous, 1 minute. Oui, alors en termes de conclusion, j'ai une question à poser. Que voulons-nous pour les 6 prochaines années à Mulhouse? Nous vous proposons une équipe de personnes de sensibilités différentes, de droite, de gauche, du centre, les écologistes, le parti animaliste et la société civile. Des personnes engagées dans la vie de la cité depuis de nombreuses années. Nous vous proposons une ville durable avec des mesures concrètes, finançables, réalistes et non pas des mesures qui coûtent énormément cher et qui ne sont pas applicables de suite. Nous vous proposons de renouer des liens, de créer des mairies annexes de quartiers, la proximité, le service public. Nous vous proposons une police de proximité pour une politique sécuritaire de prévention et de répression. Ils vous ont menti pendant 6 ans. Eh bien, franchement, faites-nous confiance. Notre équipe sera à votre service pendant les 6 prochaines années. Michèle Lutz, le sort vous a choisi pour être la 4e. Mulhouse s'est considérablement modifié ces dernières années. Tout le monde s'accorde à le dire et nous avons de nombreux exemples. Dans la suite de l'action de Jean-Marie Bockel, nous avons permis à Mulhouse de réussir la transition numérique et la participation citoyenne. Nous continuerons à faire de Mulhouse la ville de toutes les transitions réussies. Et l'environnement restera un enjeu majeur dans le mandat à venir. Nous renforcerons la sécurité avec une brigade municipale 24 heures sur 24. Nous développerons la ville du quart d'heure afin que chaque habitant puisse trouver à moins de 15 minutes de chez lui tout ce qu'il lui faut au quotidien. Je ne suis pas la candidate des partis politiques et notre succès sera uniquement celui de Mulhouse.
Je n'ai pas d'autre mandat et je n'en briguerai pas d'autres. À mes côtés, la force de Jean Rottner, comme président de la région, va au service de la ville et ce service est considérable. Chacun à notre place, en parfaite complémentarité, nous additionnerons nos efforts pour Mulhouse. Merci Michèle Lutz. Fatima Yen, c'est à vous que revient le mot de la fin. Merci. J'habite à Mulhouse depuis 35 ans. J'ai vu les fractures sociales et territoriales se creuser dans notre ville. Le centre s'embellit, les quartiers périphériques se dégradent. Les copropriétés sont laissées à l'abandon. Plus récemment, les fractures culturelles qui engendrent les replis identitaires et mettent à mal les valeurs de la République se développent. Nous avons besoin d'une ville réconciliée, une ville rénovée, une ville réveillée. Et je suis la mieux placée pour impulser ces changements, pour porter une solidarité active entre les Mulhousiens et faire de notre ville un endroit où chacun pourra pleinement s'épanouir à nouveau. Voilà. Eh bien, vous nous rendez 10 secondes. Merci Fatima Yen. 10 secondes, en tout cas. Merci à tous pour votre participation. Géraldine, la soirée politique se poursuit sur France 3 Alsace. Effectivement, nous allons continuer avec un deuxième débat qui va concerner la ville de Kingersheim où Joe Spiegel, après 5 mandats, ne se représente pas. Donc on va se retrouver dans quelques instants. Restez avec nous sur France 3 et je vous dis à tout de suite.